Alors, notre prochain invité était journaliste dans les années 90 et un jour, il est au bureau, il voit tomber une dépêche et là, il est tellement fasciné qu'il saute dans le premier avion et il part au bout du monde pour en savoir plus. Il va nous raconter tout ça. Merci d'applaudir très fort Christophe. Je vais prendre la main. Voilà. Bonsoir. J'ai pris l'avion, effectivement, je suis allé à 17-18 000 km de Paris. J'ai atterri dans un pays dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la partie indépendante de l'île de Nouvelle-Guinée, l'autre partie appartenant à l'Indonésie, sous le nom de l'Irian Jaya. Et je suis parti là-bas, et puis j'ai essayé de comprendre ce pays avant de voir la raison pour laquelle j'ai été allé. J'ai essayé de comprendre ce pays, je suis allé me promener un peu, rencontrer des mondes. Et je me suis retrouvé comme ça dans une petite ville qui s'appelle Goroka. Goroka, c'est au milieu de la Papouasie, au milieu des montagnes. Et petite ville très particulière, puisque c'est typique de cette époque. Il y avait 10-12 000 habitants et 66 églises. Alors, je ne dis pas 66 bâtiments, j'ai dit 66 confessions différentes. Hein, c'était le peuple, il y avait à peu près toutes les religions du protestantisme étaient là. Et d'ailleurs, pour aller d'un point à l'autre, on prenait un avion qui était une petite compagnie, toute petite, avec des avions de 4 à 8 places, et c'était les Missionary Air Force. Ça ne s'invente pas. Et on passait comme ça, et puis il y avait des hôpitaux, et c'était toujours des missionnaires qui étaient là, des Néo-Zélandais, des Australiens, etc. Et pour comprendre ce pays qui est très particulier, puisqu'il y a 4 millions d'habitants, il y a 800 langues différentes, 1600 dialectes, et tous les gens parlent 3-4 langues, plus une langue conjointe que tout le monde parle, qui s'appelle le pidgin, qui est un mélange de toutes les colonies qui ont pu passer dans ce pays. C'est-à-dire il y a du néerlandais, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais, il y a du français. Pour vous donner une idée, quand vous voulez aller loin, vous expliquez que c'est Longway. Et si c'est pas loin, si c'est à côté, c'est Lik-Lik. Mais si c'est pas trop loin, mais pas à côté quand même, c'est Lik-Lik Longway. Voilà. Ça permet de... Et ce pays est très partagé, donc je dis, il y a plein de langues, donc il y a plein de façons de vivre différentes. Il y a des zones matriarcales, des zones patriarcales, des zones très patriarcales. Et à tel point que, par exemple, dans certaines tribus, enfin certains groupes, il y a une vision assez particulière des rapports hommes-femmes. Par exemple, je discutais avec un chirurgien néo-zélandais, et il me disait qu'un jour, il a vu arriver une dame avec son mari, et enfin, les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Et la femme avait le bras coupé. Elle avait un bras en moins. Et il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un accident ? Et il a dit, non, elle m'a énervé. Donc, un coup de machette était parti un peu vite et il avait coupé le bras. Alors, le type était un peu choqué. Il a dit, attendez, tu peux pas faire ça. Enfin, et si elle te réénerve, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui couper l'autre bras ? Et il dit, bah ouais. Alors là, il s'est dit, je peux pas lui expliquer avec ma morale d'occidental que c'est pas possible. Et il lui a dit, bon, écoute, il s'est dit, je vais le prendre sous le côté pratique. Il dit, mais si tu coupes les 2 bras à ta femme, elle va te servir à rien. Et il a dit, bah, j'en achèterai une autre. Donc, vous voyez, c'est parfois un peu particulier. Et donc, j'ai essayé de continuer dans ce pays. Puis, pour comprendre aussi cette zone, il faut savoir que, donc, il y a les Missionary Air Force, mais les zones, c'est extrêmement accidenté. Voilà. Ça monte à plus de 5000 mètres et c'est extrêmement haché. Le paysage est complètement haché et il pleut tous les jours, il fait beau tous les jours. Et un jour, j'ai demandé à un pilote des Missionary Air Force c'est quoi la météo du jour. Il m'a dit c'est comme d'habitude, c'est des nuages avec des cailloux dedans. Donc on navigue, on vole à vue et je vous assure que c'est pas toujours rassurant. Et puis on va d'un village à l'autre où avec ces petits avions qui atterrissent sur des pistes des pistes en hauteur, un atterrissage qui s'est toujours et décoller de ces pistes. Je vous assure aussi que vous avez des frissons. Vous regardez le pilote, vous dites il a l'air de savoir ce qu'il fait et je ne vais pas avoir peur. Et puis il arrive toujours à décoller. Et puis parfois vous devez marcher. Et marcher c'est très 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 compliqué parce que la forêt est tellement dense que souvent vous traversez par la rivière. C'est plus simple de marcher dans l'eau que d'aller dans la rivière parce que c'est tellement accidenté qu'en surface, quand vous marchez une journée, vous avez fait 2 km, quoi. En fait, en vol d'oiseau, vous avez fait que 2 km parce que vous avez monté, vous avez descendu, vous avez monté, vous avez descendu. Puis au bout du compte, vous avez peut-être marché 15 km, mais vous n'en avez fait que 2.
Et je me retrouve comme ça dans un village qui s'appelait Oxapmin, qui était au milieu du Sepik. Le Sepik, c'est une zone centrale. Donc, alors là, je vous dis savoir la chose importante, c'est que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a été explorée, enfin l'île de Nouvelle-Guinée n'a été explorée que très très tardivement. C'est-à-dire qu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, évidemment, les Néerlandais, les Allemands, les Français, les Espagnols ont eu des comptoirs tout autour, sur la côte. Mais ils n'avaient pas exploré l'intérieur parce qu'ils considéraient que c'était tellement inhospitalier que ce n'était pas possible qu'on y habite. Et en 1930, un groupe d'Australiens a dit on va traverser cette île où il n'y a personne. Et ils ont trouvé 2 millions de personnes. Donc là où il n'y avait personne normalement. Et les gens, puis les Papous sont des gens qui sont vraiment très gentils tant qu'on ne les énerve pas. Et quand ils vous sourient pas, ils vous font peur. Et dès qu'ils vous sourient, ils sont adorables. C'est-à-dire qu'ils ont un sourire qui est radieux. Mais quand ils sourient pas, vous avez l'impression qu'ils vous font la gueule, quoi. Donc c'est toujours un peu particulier. Et donc j'arrive dans ce village-là et je discute avec les gens. C'était là que je voulais aller. Et là, il y avait la raison pour laquelle je t'ai vu, c'était un jeune garçon de 18 ans et qui avait une histoire incroyable. Et on en parle avec les gens du village. Et les gens, ce garçon avait une vie tellement incroyable qu'il avait décidé de le suivre. Parce qu'il était arrivé 6 mois plus tôt. Et là, on le suivait pour aller là où il venait. Et donc, le suivre, ça voulait dire 11 jours dans la forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée, traverser des rivières. Il n'y a pas de route, je vous ai dit, il n'y a pas de pont non plus, donc traverser une rivière, c'est pas simple. Quand vous marchez, vous ne savez pas où vous posez le pied, vous marchez avec des papous qui sont hallucinamment, évidemment, adaptés à ce milieu. Ça veut dire que vous courez, eux, ils marchent, et ils vont plus vite que vous quand même. Et il y a un moment, il y a un qui s'arrête, il me dit « Attends là », et j'attends, et il rentre dans la forêt vierge. Vraiment, je ne voyais pas à 3 mètres, moi. Et il revient, il avait pris un papillon, il m'a dit « Oui, il était sur l'arbre là-bas à 20 mètres ». Moi, je ne voyais pas à 3 mètres. Donc les gens se sont incroyablement adaptés, puis on a marché comme ça, on a essayé de... Il y a cette marche très longue pendant 11 jours, et ça veut dire qu'il faut faire des abris tous les soirs, parce que je vous dis, il pleut tous les jours, il pleut toutes les nuits, il fait beau aussi, et c'est très très humide. On est entre 2 et 4 000 mètres d'altitude, donc en plus, physiquement, c'est très dur. Moi, je suis plutôt en forme physiquement, je suis un ancien athlète de haut niveau en athlétisme, et à l'époque, j'avais 28, 29 ans, et j'ai eu ma première et unique crise de tachycardie de ma vie, quoi. Tellement je ne pouvais pas suivre, tellement ils allaient vite, tellement j'ai dû m'allonger pendant 10 minutes pour faire redescendre mon cœur. Donc, on suit ce garçon, et il nous amène dans une zone qui est donc à 11 jours de marche d'Oxapmin, où il y a son groupe humain avec qui il vivait. Et c'est là qu'il y a un détail important à dire, c'est que quand il est arrivé 6 mois avant dans ce village d'Oxapmin, il y avait une chose qui avait frappé les gens. C'est qu'il était nu et qu'il avait juste une hache en pierre. Sa tribu vivait à l'âge de pierre. Elle n'avait pas bougé, pas rencontré d'occidental, pas rencontré de monde, et elle vivait depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, à l'âge de pierre. On était en 1994, ils vivaient à l'âge de pierre. Ils avaient des poteries très rustiques avec lesquelles ils pouvaient recueillir de l'eau, mais ils ne pouvaient pas la faire chauffer. Ils faisaient chauffer de l'eau, ils pouvaient chauffer bien sûr, ils avaient du feu, ils faisaient chauffer des animaux, cuire des animaux, mais ils avaient juste des récipients pour récupérer de l'eau de pluie, mais c'est tout. Et ils vivaient totalement, tous leurs outils étaient en pierre. Donc ça s'appelait les Liawep. C'était 79 personnes qui vivaient comme ça depuis isolées. Et moi j'étais un peu étonné puisque j'ai demandé aux gens d'Oxapmin, mais ils sont finalement pas très loin de vous. Ils sont 11 jours de marche, mais c'était 3 vallées, 4 vallées de plus loin. J'ai dit mais pourquoi vous n'êtes jamais allés là-bas? Pourquoi vous ne les avez pas rencontrés? C'est que maintenant que vous les rencontrez. Et ils m'ont regardé avec des yeux abasourdis. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre là-bas, quoi? C'était et ils avaient raison parce que il pleut tout le temps, je vous dis, il fait beau tout le temps, donc tout pousse. Tous les besoins dont ils sont dans la vallée ou dans la vallée à côté au pire. Pourquoi aller faire 4 vallées, 11 jours de marche? Ça n'avait aucun sens. Sauf, et c'est ça qui est formidable, c'était que ce jeune homme, alors que ça faisait... en fait, ce groupe s'était séparé d'un autre groupe 50 ans plus tôt, mais c'était à l'époque, l'autre groupe avait été découvert, mais pas eux. Et
eh ben, c'était le premier depuis 50 ans qui disait mais qu'est-ce qu'il y a derrière la colline? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu passer un avion. Et il s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il a suivi l'avion pour arriver un jour à Oxapmin. Et ce que je vous raconte cette histoire, c'est que en fait, il y en a d'autres des comme ça. Il y a d'autres peuples qui sont comme ça, on ne le sait pas. Et je vais vous montrer une carte. Voilà. Ça, c'est la carte où je suis allé. Voilà, c'est là. Et ça, vous voyez, c'est une carte de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des zones, ce sont des cartes blanches, il y a marqué qu'ils n'ont pas de data. Là, il y en a un peu partout. Ils ne savent pas ce qu'il y a. Et il faut savoir que là-bas, c'est tellement dense que, d'abord, même les satellites n'arrivent pas à voir les datas. Et même si un satellite voit vaguement qu'il y a une surface, ils ne verront jamais un homme. Et surtout un groupe de 79 personnes parfaitement adaptées à leur zone. Ils ne peuvent pas les voir. Et donc des zones comme ça, il y en a en Irian Jaya, il y en a en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a en Amazonie, il y en a ailleurs. Donc ce que je vous propose, c'est juste d'imaginer que peut-être un jour vous croiserez des gens comme Lieleliouaouep. Merci.